ce matin monsieur Jean-Luc Martin Lagardette, qui est journaliste, nouvellement retraité, voilà, qui était parisien, mais qui maintenant est provincial, qui habite pas loin d'ici, le Creusot, à côté d'ici, voilà. Et donc il a été journaliste dans plusieurs journaux. Il a aussi formé des journalistes, donc professeur de journalisme. Et comme il a le virus du journalisme, même à la retraite, il continue le journalisme. Et donc il a créé un journal qui s'appelle Ouverture. .net. Ouverture.net. Sur Internet. Sur Internet. Ouverture voilà. au pluriel. Ouverture au pluriel. Voilà. Et il aime beaucoup le débat public sur des sujets de société. Il a beaucoup écrit là-dessus. Et donc, il est suffisamment connu et c'est maintenant très demandé pour des conférences sur tous ces sujets de société. Voilà. Alors, ce matin, comme vous l'avez vu, il nous parle de l'État contre les médecines douces, une perte de chance pour les malades et pour le budget de la sécurité sociale. Voilà, c'est bien d'actualité. Et je vous donne la parole. Merci. Oui, mais allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours avec plaisir. Ça fait la deuxième fois que j'interviens pour l'association. J'étais intervenu il y a quelques années à l'ISNOR, avec l'invitation de Nicole Gérard. Donc voilà, certains représentants sont ici. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que j'interviens pour épauler, soutenir d'une certaine façon votre action, mais sur un plan strictement informatif, puisque ça c'est ma spécialité, c'est l'information. Ça va bien pour l'écoute, pas trop fort. Donc, en fait, je ne vais pas bien sûr parler que des vaccinations, même s'il en sera question au cours de mon exposé, mais je vais élargir le débat. On va remonter un petit peu dans l'histoire à l'époque des Lumières, le siècle des Lumières. Vous avez tous entendu parler de ça, c'est un peu les bases de notre contrat social et politique aujourd'hui. Si nous sommes en démocratie, si nous sommes dans un pays qui se dit libre et qui associe des citoyens adultes et responsables, c'est parce qu'il y a eu des philosophes et des hommes politiques et des citoyens qui se sont battus pour que l'idée des Lumières puisse se diffuser. Et l'idée des Lumières, essentiellement, c'est quoi? C'est l'autonomie par la raison du citoyen. Alors, moi, je rajouterais par la raison et le cœur, parce que, et on le verra, s'il n'y a que la raison, et si on n'écoute pas la sensibilité, ou si on est indifférent à autrui, eh bien la raison peut mener à des tragédies et à des aberrations, et c'est ce que nous allons voir donc dans cet exposé. Les Lumières, donc il faut retrouver il y a un fameux texte de Kant, Emmanuel Kant, philosophe allemand, sur cette question. Qu'est-ce que les Lumières disaient justement que c'était l'autonomie du citoyen par rapport au pouvoir politique, par rapport au pouvoir, aux différents pouvoirs, mais il précisait également par rapport au pouvoir médical. C'est-à-dire qu'un citoyen qui se dit autonome doit pouvoir être capable de prendre en main sa propre santé pour ne plus dépendre du médecin et du système institutionnel. Donc déjà, c'était dit à l'époque, mais cet aspect-là a été très très peu finalement développé, puisque, vous le savez tous, en France, nous avons une merveilleuse médecine, un merveilleux système de sécurité qui fait que gratuitement, on peut se faire soigner, donc il n'y a pas besoin de s'occuper de sa santé. Nous avons les experts, les institutions et l'argent qui est là pour nous sortir d'affaires quand on ne va pas bien. Alors que c'est pas du tout comme ça que les citoyens à l'époque de la naissance de la démocratie voyaient les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir un peu à ces fondamentaux pour comprendre qu'en fait, un citoyen autonome, c'est un citoyen qui sait aussi se prendre en charge sur le plan de la santé. Alors je dirais qu'en France, c'est un très particulier sur ce plan-là, parce que nous avons une politique menée
par le gouvernement essentiellement, mais avec l'appui de certains groupes d'influence, des associations, des industries, qui donc mènent une politique, je dirais, de répression, de dénigrement contre ce qui est, on peut appeler les médecines douces, les thérapies non conventionnelles, c'est-à-dire non intégrées dans le système de santé, donc non remboursées par la sécurité sociale, bien sûr, sur la base d'une idée qui paraît très simple et qui paraît très juste, très légitime, c'est-à-dire que les méthodes qui ne sont pas validées, qui n'ont pas fait leurs preuves scientifiquement, eh bien, il n'y a aucune raison de les soutenir et de les intégrer dans un système de remboursement. Bon. Mais on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que ce leitmotiv qui est souvent mis en avant pour refuser l'accès des thérapies différentes et des systèmes de prévention autres que ceux que la vaccination, par exemple, eh bien, on verra que ce leitmotiv, en fait, est abusif et qu'il conduit finalement à une sorte de scientisme, ce qui est très très différent de l'approche scientifique. L'approche scientifique, c'est une démarche rationnelle, mais qui est capable d'écouter le contradictoire, alors que le scientisme, c'est une sorte de fanatisme basé sur un matérialisme non avoué, mais qui, dans les faits, s'impose, puisque le scientisme, c'est le fait de considérer le corps comme une mécanique, et que seul ce que nos scientifiques et nos institutions ont reconnu comme scientifiquement prouvé a droit de citer, et peut-être donc notamment remboursé par la sécurité sociale. Et on verra donc sous cette appellation, sous cette formulation qui paraît tout à fait raisonnable, en fait, on arrive à des aberrations, et nous en avons eu des exemples tout à fait instructifs dans l'actualité, cette année même, puisqu'il y a une commission sénatoriale, une commission d'enquête qui a été mise en route au niveau du Sénat sur le thème dérives sectaires et dérives thérapeutiques, et on verra là toute l'ampleur du problème, je dirais, parce qu'en fait il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'affirmations qui ne sont pas vérifiées, qui sont transmises à la fois par les élus, par nos élus et par mes confrères dans la plupart du temps. Donc je vais vous faire l'exposé de cette politique telle qu'elle est menée en France, pour que vous vous rendiez compte que, en fait, les choses sont, je ne veux pas vous inquiéter, mais elles sont plus graves que ce qu'on croit. Mais en même temps, elles sont, il y a beaucoup d'aspects positifs que je ne manquerai pas de signaler, qui vous montreront que tout n'est pas perdu, tout n'est pas joué, bien heureusement. Bien. Voilà. Je voudrais d'abord, peut-être commencer donc par la conclusion. C'est-à-dire que je me suis demandé comment ça se fait qu'on en est arrivé là en France. Avant de vous expliquer le détail de cette politique au niveau institutionnel, politique et médiatique, mon bilan à moi, c'est que je vois deux aspects importants. D'une part, il y a la défense des intérêts et des monopoles, intérêts économiques, monopoles corporatistes, qui sont bien loin de fonctionner sur une démarche scientifique, rationnelle, basée sur les faits, sur le terrain, sur la réalité des événements, des choses, mais qui est plus basée donc sur la défense, sans le dire, d'intérêts très bien définis. Et l'autre chose qui est plus philosophique, plus sociale, plus politique peut-être, plus humaine en fait, c'est que je dirais qu'en France, qui est pratiquement le seul pays au monde à mener une politique contre les prétendus, je dirais, je vous m'expliquerai un petit peu plus après, hein, mais sur les prétendues dérives sectaires, la France
est le seul pays au monde qui mène une répression aussi farouche et aussi institutionnalisée et autant financée. Je dirais qu'il y a, et c'est particulier quand même pour le pays qui se prétend à l'origine des Lumières, il y a une sorte de peur de l'esprit. L'esprit fait peur, l'esprit humain fait peur. Et on en arrive justement à vouloir évacuer, éradiquer même, tout ce qui peut avoir trait à une relation entre le corps et l'esprit. Ce qui est scientifique, c'est le corps. L'esprit, c'est de la psychologie, c'est de la religion, c'est de la dérive sectaire. Et même, bon, certains députés sont même connus pour dire la religion est une dérive sectaire. Donc quand on en arrive là, c'est difficile d'avoir un débat démocratique construit et ouvert. Ignorance, donc, du lien entre le corps et l'esprit. Et ce que je vous dis, je peux le prouver très facilement. Par exemple, là j'ai ici un tract qui est diffusé par le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Institut national du cancer, avec bien sûr la fameuse Miviludes, tout le monde sait ce que c'est. Donc, qui depuis quelques années, cet ensemble d'acteurs mène des campagnes pour dire aux gens, attention, les hôpitaux sont infiltrés par les sectes envahissent les lieux de pouvoir, les sectes envahissent les domiciles pour prendre l'argent des personnes âgées, etc., etc., etc. Et ils profitent de votre état de faiblesse, ils abusent de votre dépendance par rapport justement à ceux qui peuvent vous soigner. Et donc, il faut que vous soyez très attentifs, notamment en ce qui concerne le cancer. Donc là, c'est cancer, attention au traitement miracle. Des personnes et des organisations cherchent parfois à profiter de la fragilité des personnes atteintes d'un cancer. Elles leur proposent des méthodes de traitement non validées scientifiquement qui peuvent être dangereuses. Donc alors soyez vigilants. Donc il y a risque de dérive sectaire si vos interlocuteurs, par exemple, dénigrent les traitements classiques. Ah, alors là, si vous critiquez, par exemple, la vaccination, alors là, vous êtes vraiment des personnes très dangereuses et qu'il faut éviter, absolument. Si on vous promet des bienfaits qui surpasseraient de très loin les résultats des traitements proposés par votre équipe médicale, même si votre équipe médicale n'a pas su sauver les 150 000 morts de cancer tous les ans, il faut quand même leur faire confiance beaucoup plus qu'un thérapeute qui n'a pas de diplôme de l'académie, mais est capable de vous soulager, de faire régresser votre mal. N'est-ce pas? Bon, on ne le dit pas. Et c'est là où je voulais en venir. Soyez très vigilants si l'on vous propose d'agir à la fois sur le mental et sur le physique. Attention! Attention, c'est très dangereux de dire que la pensée peut avoir une influence sur le corps. Et vous vous rendez compte où on en est? C'est le seul pays au monde, à ma connaissance, où les instances officielles vont dire attention, le corps et l'esprit n'ont pas de lien entre eux. Et c'est officiellement affirmé, écrit noir sur blanc, bleu sur blanc, noir sur blanc. Donc voilà, donc c'est une des aberrations. Il y en aura d'autres. J'allais dire rassurez-vous, malheureusement, mais il y en a d'autres pour prouver cette affirmation que je formule et qui paraît un peu étrange a priori pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, parce que tout le monde a très peur dès qu'on parle de dérive sectaire, dès qu'on parle de secte. On va me prendre mon cerveau, on va me dire, on va me commander de faire des choses que je n'ai pas envie de faire, malgré moi, etc. Même les pouvoirs publics disent non, on ne discute pas avec les sectes parce qu'elles seraient capables de nous embobiner. Donc il faut voir le niveau de confiance déjà en eux-mêmes de ceux qui représentent l'autorité chez nous. Voilà, donc en fait, nous arrivons à une situation où nous avons d'un côté des institutions, des associations comme l'UNADFI, le CCMM, le GEPI, et il y en a d'autres encore, le FECRIS au niveau européen. Ce sont des associations qui prétendent s'occuper des gens qui sont victimes de dérives sectaires,
et qui n'ont aucun membre, venant des familles des dérives sectaires. Elles sont entièrement financées, enfin 95% financées par vos impôts. Donc ça, déjà, c'est une aberration. Ensuite, c'est illégal, puisque elles sont reconnues d'utilité publique. Or, la reconnaissance d'utilité publique interdit qu'il y ait un financement public de cette hauteur-là. Le financement public doit être de toute façon moins de 50%, je crois, c'est à peu près la norme. Or, là, ça dépasse largement 50%, et pourtant, c'est reconnu. Donc, il y a vraiment une hypocrisie. C'est le bras armé du gouvernement. En fait, ces associations sont utilisées par le gouvernement pour empêcher que les médecines douces aient ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle les créatifs culturels. Vous avez entendu parler aussi de cette notion. Les créatifs culturels, ce sont toutes ces personnes qui imaginent des solutions innovantes dans tous les domaines, essentiellement dans l'écologie et la santé, mais aussi dans les rapports sociaux, dans l'économie, etc. Ce sont des gens qui promeuvent les valeurs féminines, puisque en général il y a plus de sensibilité, non pas de nature, je crois, mais de culture chez les femmes qui sont aussi chargées de donner et d'entretenir la vie plus que les hommes, et donc qui ont un peu plus de soucis concrets, des choses qui marchent. Et elles s'en foutent si c'est pas validé scientifiquement. Si ça marche, eh ben, elles vont prendre de... Bon, et c'est pour ça que les magazines féminins, notamment, sont beaucoup plus à la pointe au niveau de l'information concernant les alternatives thérapeutiques et plus largement de comportement, d'écologie, etc. C'est parce que voilà, elles ont la charge de veiller à ce que nos progénitures soient bien soignées et accompagnées. Donc, nous avons d'un côté ces acteurs-là. Alors, la Miviludes, bien sûr, donc cette mission interministérielle placée sous l'autorité du Premier ministre, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est vraiment de toute première importance, puisque c'est le Premier ministre qui chapeaute les orientations de cette mission, sans jamais d'ailleurs apparaître, qui serait finalement politiquement, médiatiquement... on entend toujours parler le président de la Miviludes. Hier, c'était Georges Fenech, le fameux Georges Fenech. Aujourd'hui, c'est Serge Pisco, médecin. Et on verra combien la médecine est intéressée à ce que les médecines douces n'émergent pas dans l'agora publique et dans le système institutionnel. Et donc, cette Miviludes, qui fonctionne de façon, à mon sens, très arbitraire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une méthodologie exposée, puisque la dérive sectaire ni la secte ne sont définis juridiquement, politiquement. Il n'y a pas de définition de ce qu'est une dérive sectaire. Donc on peut mettre derrière tout ce qu'on veut. C'est la porte ouverte. Alors c'est comme l'ordre public. Si un préfet veut interdire une manifestation de gens qui gênent la société, il va dire que ça risque de troubler l'ordre public, il n'a pas besoin de donner d'autres arguments, ça marche, ça fonctionne, c'est légal. Donc c'est pareil, dérive sectaire, lui il est dérive sectaire, ah bon, d'accord, il n'y a pas besoin de se justifier, de dire qu'il y a eu des exactions vérifiées, condamnées, non, on s'en fout, ce qui importe c'est qu'il y ait l'étiquette sur la personne, et comme ça, on s'en débarrasse. Et comme mes confrères ont perdu le sens de l'investigation et de la recherche de la vérité, bon, ils prennent les paroles et les communiqués et les rapports surtout de la Miviludes comme pour argent comptant, et ils diffusent ça dans les journaux, et du coup maintenant toute la population a peur de la secte et de la dérive sectaire, et on en arrive à un point où on a l'impression que, c'est même pas l'impression, c'est ce que disait Georges Fenech, un tiers des Français pratiquement sont victimes de dérive sectaire. Non mais il a fait faire un sondage, bien sûr, c'est lui qui l'a fait, il l'a bien orienté, qui a pu définir que 23 millions de Français étaient victimes de dérive sectaire. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est aberrant. Et mes confrères reproduisent ça dans les journaux, ils font des interviews de ce monsieur, ils ne lui demandent même pas victime de dérive sectaire. Mais vous vous rendez compte?
Mais c'est aberrant. Et mes confrères reproduisent ça dans les journaux. Ils font des interviews de ce monsieur, ils ne lui demandent même pas de s'expliquer là-dessus. Voilà. Alors, on est dans un monde complètement fantasmagorique où l'on croit qu'il y a en France de très méchants individus et de très méchants groupes souterrains qu'on ne voit pas et on ne sait même pas ce qu'ils font, etc. Alors que moi qui enquête sur ce sujet depuis 15 ans, j'ai rencontré ces groupes, j'ai rencontré ces personnes, et la plupart du temps, c'est des groupes et des personnes beaucoup plus ouvertes que tous leurs adversaires et tous ceux qui veulent les discriminer. Cela dit, je précise, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il n'y a pas des personnes mal intentionnées. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler des gourous malfaisants. Entre parenthèses, le bon gourou, c'est une personne en Inde qui est très positive, qui s'est accompagné, quelqu'un qui initie sur le chemin justement de l'ouverture d'esprit. Bon. Mais bon, en France, c'est devenu très très péjoratif. Il y a bien sûr des individus et de temps en temps, dans certains groupes, il y a des dérives. Mais l'arsenal juridique existant sur le plan pénal, sur le plan civil, est suffisamment développé en France pour permettre de sévir et de contrevenir contre les agissements de ces personnes si il y a effectivement des dérapages qui sont notifiés. Mais grâce à la notion de dérive sectaire et de secte, du moment qu'on a l'étiquette sur un groupe, eh bien, il est de toute façon marginalisé sur le plan de la société, il est porté au banc de la société, et il ne peut pas se justifier, il ne peut pas demander des comptes sur les accusations qu'on lui fait, etc. Donc il y a vraiment un système abusif qui ne laisse pas la place à l'information contradictoire, d'une part, et d'autre part à l'information des faits sur le terrain. On ne cherche pas à savoir vraiment ce qui s'est passé, on prend 2 ou 3 extraits d'un écrit d'un fondateur, et puis on va dire, voilà, vous voyez ce qu'il dit, donc c'est très dangereux. Et je vous donnerai des exemples puisque c'est ce qui s'est passé multiplié par 10 au niveau de la commission sénatoriale, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, alors, autre acteur, le ministère de la Santé, bien sûr, qui a publié sur son site tout un chapitre sur les médecines non conventionnelles, donc où vous voyez décrit certains critères supposés annoncer des dérives sectaires dans les groupes ou dans les démarches, et où bien sûr les internautes sont renvoyés aux acteurs habituels s'ils ont des soupçons, c'est-à-dire la Miviludes, l'UNAPI, etc., etc. Il y a le Conseil de l'Ordre des médecins qui, lui aussi, est très partie prenante et qui, d'ailleurs, se trouve au Conseil d'administration de la Miviludes. Nous verrons, en fait, qu'il y a tout un tas de représentants d'une certaine idéologie anti-secte qui sont au poste clé des pouvoirs et des commandes décisionnelles en matière sanitaire. Donc on va le revoir très souvent, et tout ça va être encore vraiment très apparent quand je vais vous parler de la commission d'enquête sénatoriale. Alors, donc c'est les antisectes, l'UNAPFI, que dire, il y a tellement de choses à dire, simplement qu'au départ, l'UNAPFI, on pourrait historiquement, a été développé, disons, dans la mouvance catholique, qui s'inquiétait justement avec le Nouvel Âge, avec l'apparition de la pensée indienne, mai 68 et tout ça, qui s'inquiétait de voir que eh bien, tous ces mouvements-là leur taillaient un peu des paupières, donc il fallait se protéger. Et quand, par exemple, un membre d'une famille bien catholique se trouvait partir en Inde pour explorer de nouveaux chemins de la conscience, bien sûr, c'est forcément de la manipulation mentale. C'est sûrement pas le fils de famille qui est éduqué catholiquement, donc dans la vérité,
et qui peut abandonner la vérité pour une folie mystique. Donc c'est forcément de la manipulation mentale. Donc on a commencé à parler de lavage de cerveau, on a commencé à dire que tout ça, c'était des influences contre le gré donc, des adeptes pour les sortir, les tirer hors de la famille. Alors bien sûr, comme il y avait aussi de la part de ces adeptes des critiques de la famille et du système dans lequel ils vivaient, on a dit, bah oui, voilà, vous voyez, ils dénigrent la société, ils sont contre la liberté, etc. Et en fait, petit à petit, bah, cette association a pris de l'ascendant, a fini par être reconnue d'utilité publique, donc a pu et peut désormais siéger dans de nombreuses instances, la Mivilu, le ministère de la Santé. Je crois qu'il y a des colloques, des débats ou des lois qui se font, ben c'est eux qu'on va interroger, c'est leur expertise entre guillemets qu'on va solliciter, alors qu'ils n'ont d'expertise essentiellement que des familles, et parfois surtout presque plus les grands-parents que les parents, puisque souvent, c'est vrai qu'il peut y arriver une sorte de rejet de certains comportements, et donc les adeptes ont besoin un peu de se distancier des familles, et ça, les familles n'aiment pas du tout, et quand un grand-parent ne peut pas avoir sa petite enfant, eh bien, il est prêt à presque même employer la force, et c'est ce qui a été fait dans certains cas, pour sortir son petit enfant d'un mouvement prétendu sectaire. Alors, je ne dis pas que tout est bien dans ces mouvements-là, hein, comprenez-moi bien, je ne fais pas l'apologie non plus de ces voies, de ces approches, mais je dis qu'elles ont leur utilité, qu'elles ont leur intérêt, et qu'avant de les diaboliser et de réagir négativement, il faut s'interroger, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut chercher à comprendre, et savoir aussi se remettre en question, savoir pourquoi quelqu'un peut si facilement prendre une voie qui est aussi lointaine de celle que l'on diffuse au niveau des familles et de la société. Donc il faut une ouverture d'esprit. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon site Ouverture. Hein. Parce que je prône l'ouverture d'esprit, je prône l'intelligence. Il n'y a pas assez d'intelligence dans nos comportements. Alors je sais, ça demande un effort de penser, mais oui, mais on est des êtres humains ou pas? Si on est des êtres humains, eh bien la pensée, l'esprit, c'est une réalité qui a tout son intérêt et qui ne dépend pas que de la matière. Bien sûr, il y a une influence de la matière sur l'esprit, c'est certain, sur nos émotions peuvent nous troubler, et ça on l'a vérifié tous les jours, mais en même temps l'esprit a son autonomie. Et il faut le reconnaître, et il faut la comprendre, et il faut être capable de développer une pensée personnelle, hein, dans le sens de ce que disait notamment Hannah Arendt, hein, la philosophe juive qui avait suivi le procès d'Eichmann, ce haut fonctionnaire allemand nazi qui avait été chargé d'appliquer donc les méthodes d'extermination des juifs, et qui à son procès disait, mais moi j'ai fait qu'obéir, j'étais dans la légalité, qu'est-ce que vous voulez, je faisais vraiment ce qu'on me disait de faire, et bon, j'étais appliqué, j'étais sérieux, j'étais honnête, etc. Et Hannah Arendt a dit, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Il a aucune idée. Donc ça veut dire que quelque part, il n'écoute même pas sa conscience, il n'y a plus de conscience. Et donc ce qu'elle avait conclu, c'est de dire que, oui, chaque homme a une conscience, mais la conscience, c'est pas simplement des principes moraux qui sont quelque part, on va regarder dedans, on va dire celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas. La conscience, c'est un jeu de l'esprit, c'est une activité intérieure. Et si on ne la manifeste pas, si on met pas en œuvre ce jeu de la conscience, on sera toujours manipulable. Donc, lutter contre les sectes, c'est pas mettre des étiquettes sur certains groupes et les bannir de la discussion publique. C'est apprendre aux citoyens à penser par lui-même. Plus le citoyen sera autonome, et ça commence par la santé, et c'est pour ça que je trouve très intéressant ce thème de la santé, parce que on est confronté dans notre corps à la réalité. Quand on est touché dans son corps, on n'a pas besoin de réponses intellectuelles ou politiques ou autres. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. Et si on veut de l'efficacité, eh bien, il faut être vigilant, bien sûr, sur ce qu'on nous dit, mais il faut autant être vigilant par rapport à ce que vous dit votre médecin que ce que vous dit éventuellement quelqu'un qui vient d'un groupe spirituel, religieux ou même thérapeutique sans qu'il y ait un aspect spirituel, ou un guérisseur par la prière, pourquoi pas. Cette personne-là peut avoir des résultats très concrets, religieux ou même thérapeutiques sans qu'il y ait un aspect spirituel, ou un guérisseur.
un guérisseur par la prière, pourquoi pas? Cette personne-là peut avoir des résultats très concrets que les autorités ne veulent jamais tenir en compte, mais que les citoyens, eux, savent bien être réels. Parce que pourquoi irait-il chez un guérisseur qui n'est même pas remboursé par la sécurité sociale s'il n'était pas efficace? C'est bien la preuve qu'ils reçoivent quelque chose de réel. Et ce quelque chose de réel, il faut en tenir compte. Il faut que nos autorités tiennent compte aussi de toutes ces démarches qui sont effectivement non prouvées scientifiquement, et je dirais entre parenthèses à l'heure actuelle. Parce que qui sait si demain on ne saura pas expliquer l'influence de l'esprit sur le corps, justement, puisque déjà avec l'effet placebo, avec l'hypnose, on sait très bien qu'il y a une influence. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. On parle de médecine quantique, de médecine intégrative, dans laquelle le corps est non seulement une mécanique très précise, on peut travailler jusqu'à la cellule, jusqu'à l'ADN, mais il y a aussi tout l'aspect vibratoire qui aujourd'hui est mis en avant par toutes ces thérapies et qui est dénié au niveau des institutions et qui, dans le débat public, n'ont pas de représentants suffisamment crédibles ou audibles pour expliquer combien aujourd'hui nous sommes en fait à une évolution de société majeure qui va faire émerger une nouvelle dimension de l'homme, plus complète, qui fait appel aussi bien au corps qu'à l'esprit, qu'aux émotions, qu'à la sensibilité et qu'à l'intelligence, et dans laquelle il faudra être beaucoup plus ouvert et être capable démocratiquement d'écouter tous les avis sur ces questions, et non pas de faire comme on fait aujourd'hui, une politique discriminatoire et répressive contre ces approches, entre guillemets, non prouvées scientifiquement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Donc, ah oui, alors, donc, j'avais parlé de l'UNELFI, qui est plutôt, à l'origine, c'était, disons, la sphère catholique qui réagissait contre la menace de toutes ces nouvelles aspirations, ces nouvelles spiritualités, ces nouvelles démarches écologiques aussi. Et puis, le CCMM, un centre contre les manipulations mentales, qui lui c'est plus franc-maçon et franc-maçon athée. Et donc c'est chez eux qu'on peut retrouver des représentants qui disent toute religion est de la dérive sectaire. Et ces gens-là sont tout à fait reconnus par les institutions, le gouvernement, les instances officielles, etc. Ces gens-là ont toute leur place pour exposer leur façon de voir très très partiale et très agressive parfois. Et puis, nous avons les médias, j'en ai un petit peu parlé. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une certaine évolution grâce, je dirais, à Internet. Parce que sur Internet, tout le monde peut s'exprimer librement, heureusement que ça existe, puisque maintenant, à la fois ces groupes, ces approches différentes, et des journaux aussi différents, peuvent sortir des informations que la grande presse, entre guillemets grande, taisait la plupart du temps, et maintenant ces médias de masse commencent à être obligés de tenir compte de ces approches différentes. Donc c'est encore un petit mouvement, il y a encore beaucoup de travail, mais pour moi c'est irrésistible. De plus en plus maintenant, vous aurez de l'information plus large, plus ouverte sur ces questions. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, c'est le moment au contraire d'accélérer en direction des médias, mais dans une démarche toujours très solide, très positive, très constructive, très informative en fait, je pense. Enfin, c'est mon idée. Voilà, donc en fait nous sommes, je crois, à un choix crucial de société. Soit on dit, comme jusqu'à maintenant, nous ne croyons qu'en la science et dans le matérialisme, et nous préservons le système tel qu'il est, parce que nous avons le meilleur système de santé du monde. Soit nous nous ouvrons aux approches différentes, on intègre, pas forcément pour leur donner un blanc-seing tout de suite, mais au moins on étudie ces approches de façon rationnelle, ouverte et constructive et contradictoire, pour permettre une évolution de la société vers un système de santé, je dirais, qui serait
à deux jambes, un système avec un corpus très scientifique, très académique, qui continuerait à fonctionner, mais en acceptant et en ouvrant de l'autre côté la voie à des compléments d'action qui soient toutes ces médecines différentes. Et il y en a plusieurs centaines, hein, et qui aujourd'hui pratiquent, elles existent. Donc certains sénateurs le disaient, d'ailleurs, ils avaient beau jeu de dire la liberté thérapeutique, elle existe, puisque personne ne vous interdit d'aller voir un guérisseur, personne n'interdit d'aller vous faire soigner par un chromothérapeute, si ça vous plaît. Bon. Sauf que ces approches-là sont sous la menace permanente d'un contrôle fiscal que la Miviludes peut ordonner quand elle n'a pas d'autres moyens, puisqu'elle trouve rien à redire. On va essayer, comme pour Al Capone, hein, on va essayer de le prendre par la peau du fisc. Qu'est-ce que je disais? Menace du contrôle fiscal. Oui, par contrôle fiscal ou par radiation du Conseil de l'Ordre. Hein. Il suffit qu'un confrère, c'est ce qui était arrivé à Martine Cardenal, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le cas de ce médecin, qui était présidente des médecins homéopathes et qui a été interdite d'exercer pendant quelque temps à la fin de sa carrière, alors qu'elle n'avait jamais eu une seule plainte d'un patient, et que c'est le médecin de la sécurité sociale qui a fait une enquête auprès de ses patients, les patientes pour la plupart, en leur disant mais comment elle travaille, est-ce qu'elle n'est pas un peu sectaire, est-ce qu'elle ne fait pas des prières, est-ce qu'elle n'utilise pas le pendule, etc., etc. C'est des médecins qui l'ont dénoncé, des médecins jaloux de son succès. Et elle a été condamnée. Elle n'a rien pu faire. Et le docteur Moulinier, et puis il y en a d'autres, hein, j'en ai plein ma besace, de ces personnes qui ont généralement du succès. Comme par exemple, moi ce qui m'avait vraiment mis la puce à l'oreille, c'était le docteur Guignot. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de lui. Et je l'ai connu juste avant sa mort, je l'ai interviewé juste après le résultat de son 10e ou 11e procès, je ne sais plus, qu'il avait, parce qu'on l'accusait justement de dérive sectaire et d'avoir laissé mourir notamment une jeune femme d'un cancer, et dont un confrère d'ailleurs a fait un livre, « Ils ne m'ont pas sauvé la vie », vous l'avez peut-être lu. Et ça, c'est un fait vraiment instructif, extraordinaire. Pour celui qui veut analyser les choses, tout est dit, parce que ce docteur Guignot, d'accord, il avait un moment de sa vie approché le grain, hein, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà. Et donc, bon, il avait trouvé des choses très intéressantes, et bon, ben voilà, il vivait avec ça, etc. Et puis, il y a une patiente vient le voir, et qui lui est envoyée par un confrère, et cette patiente, en fait, venait de passer par l'hôpital de Villejuif, Paris, de cancérologie, et était effrayée par ce qu'elle a vu là-bas. Tous ces malades, et cette inhumanité qu'on retrouve malheureusement trop souvent dans beaucoup d'hôpitaux, et ça l'avait effrayée à l'idée de devoir passer par toutes les étapes classiques de la médecine conventionnelle. Donc, c'est son choix à elle de dire « je ne veux pas passer par là, je veux une autre médecine ». Donc, on lui a indiqué le docteur Guignot. Le docteur Guignot la voit et dit « écoutez, non, je ne peux pas m'occuper de vous, je ne sais plus exactement pour quelle raison », il le renvoie sur un autre confrère. Et avec cet autre confrère, donc il l'a vu en tout 2 fois peut-être. Ce qui n'a pas empêché la Miviludes, l'UNADFI, de monter au créneau en disant « le docteur Guignot a laissé mourir cette femme », parce qu'elle a fini par mourir, parce que cette femme, elle a été prise en main par ce docteur, qui lui a fait faire des choses, par exemple une cure de jeûne pendant un certain temps. Ça, hein. C'est quoi? Non, elle est venue pour faire un jeûne. Elle voulait faire un jeûne et elle a été prise en charge dans un magasin diététique avec voilà. monsieur et madame Hall qui étaient... Attendez, on va vous donner un micro. Oui. Donc, cette femme, en fait, était en région parisienne et voulait faire un jeûne qui avait été conseillé par un naturopathe mérien, je pense. Cette femme, en fait,
était en région parisienne et voulait faire un jeûne qui avait été conseillé par un naturopathe mérien, je pense. Quelqu'un comme ça, Désiré Mérien. Et en fait, comme elle connaissait la fille des gens qui tenaient, donc de monsieur et madame Hall, qui tenaient un magasin diététique, et c'est à Tourcoing, et c'est pour ça qu'ils ont accepté de prendre cette jeune femme en charge pour qu'elle fasse un jeûne. Et il y avait donc un médecin qui était près de chez eux, qui a accepté de la suivre pendant 3 semaines pour le jeûne. C'est Saint-Omer. Le docteur Saint-Omer, et donc le docteur Saint-Omer lui a fait consulter 2 fois le docteur Guignot. Et donc la personne, de toute façon, elle est restée 3 semaines dans le Nord, enfin je veux dire sur l'ensemble de toute sa maladie. Parce que quand elle est arrivée, je pense que ça faisait déjà 1 an qu'elle avait son cancer. Voilà. Alors il y a peut-être dans la salle des gens qui savent mieux que moi la chose. Enfin je pense qu'en gros c'est ça. Voilà, donc on va, parce que je vais poursuivre. Donc ce qui est arrivé à cette jeune femme, c'est qu'elle finalement, bon, son état a empiré, et puis elle est décédée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un journaliste de l'émission de Droit de Savoir sur TF1, qui s'appelait Antoine Guélaud, ou non, pas Antoine, c'est pas Monsieur Guélaud, et qui a fait un reportage sur le docteur Guignot, et qui l'a vraiment descendu en flamme, et qui a même fait un livre dessus, donc, où on voit sur une couverture une très belle jeune fille, effectivement, et ils ne m'ont pas sauvé la vie, sous-entendu, j'ai été pris dans des raies sectaires, j'ai été manipulé, et on m'a détourné des médecins de la médecine classique, et on m'a conduit vers la mort. Il y a eu plusieurs procès à partir de là. Et le résultat final, c'est-à-dire on appelle, le résultat concret, définitif, a lavé complètement le docteur Guignot. Il a été blanchi de A à Z. Mais pour vous dire comment fonctionne la presse, c'est pour ça que quand vous entendez parler d'une information prétendue journalistique sur ces questions-là, méfiez-vous, conservez ce que je vous disais tout à l'heure, votre autonomie de pensée. Ce monsieur Guillaud, je suis désolé de parler de ce confrère comme ça, mais c'est la réalité, c'est les faits que je donne, et c'est vérifiable. Dans ce livre, il parle d'un carnet de bord qu'a tenu cette jeune fille. Et alors, c'est très émouvant. J'ai lu ce livre, moi, à l'issue du livre, on a envie de prendre son fusil et d'aller descendre ces docteurs-là. Tellement c'est bien fait, journalistiquement, c'est très prenant, c'est très émouvant. Et donc, surtout quand on lit ce carnet qui décrit l'évolution de la maladie, qui décrit la pensée de la jeune femme à la découverte de ça, puis à la fin, il dit, mais oui, j'ai compris que finalement, j'étais pris dans un truc sectaire horrible, etc. Et puis maintenant, je vais mourir, c'est trop tard, c'est fini, etc. Et on donne la parole à sa sœur ou son frère, ou je sais pas quoi, quelqu'un de sa famille qui dit, ouais, c'est terrible, terrible. Eh bien, ce carnet n'existe pas, n'a jamais été tenu par cette jeune femme. Jamais. C'est une invention du journaliste. Mais oui, mais comprenez qu'ils sont prêts à tout. Et après, bon, il a dit, mais oui, mais vous comprenez, j'ai rencontré cette jeune femme, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit, donc je l'ai mis comme ça. C'est pas du journalisme. Alors, on parle de manipulation, ça, c'est clairement de la manipulation. Et là, c'est un autre problème que je soulève aussi, parce que je suis engagé dans un autre domaine, qui est le domaine de la qualité de l'information journalistique, puisque j'ai créé une association qui s'appelle l'Association pour la promotion d'un conseil de presse en France, APCP, vous pourrez trouver sur Internet. Cette association milite pour le fait qu'il y ait un organe qui comprenne les éditeurs de presse, les journalistes et des représentants du public, des représentants des lecteurs, des représentants des citoyens qui siègent dans cette instance pour étudier les plaintes que le public peut faire remonter contre la presse. Puisque le droit de réponse n'existe pratiquement pas. Légalement, il est bafoué 100 fois par jour, le droit de réponse. Et 1000 fois par jour à la télévision, puisque la télévision a encore moins l'habitude que la presse écrite de reconnaître ses torts. C'est vraiment un vice professionnel français que les journalistes n'aiment pas reconnaître leurs torts. Alors,
Ils peuvent en plus inventer des choses comme ça. Et ce monsieur Guélo, qui avait fait cette émission, il est devenu directeur des rédactions de TF1. Je ne sais pas si c'est une promotion pour ce haut fait d'armes, mais moi je trouve ça scandaleux et personne d'autre que Ouverture, mon journal, n'en a parlé. Personne n'a entendu parler de ça. Voilà, parce que mon journal est très confidentiel. On est à 40-50 000 lecteurs tous les mois. On n'est pas connu. Oui, c'est pas suffisant pour faire bouger les choses. Et surtout, pour que mes confrères soient obligés de me reprendre. Ce scandale, normalement, il aurait dû faire la une des journaux. C'est pas admissible sur un sujet aussi sensible. On laisse dire des âneries pareilles, surtout des mensonges pareils. Ça aurait mérité un procès. Bien sûr, bien sûr. Monsieur, vous voulez dire quelque chose, non? Non, derrière. Non, c'est une réaction comme ça que je faisais vraiment épidermique. C'est une aberration de voir se multiplier ce tout pouvoir des malhonnêtes institutionnalisés, des malhonnêtes bien c'est à croire que plus on est capable de faire des mauvaisetés, plus on a de chance d'en imposer et de monter dans la hiérarchie. Il y a des termes que j'arrive pas à dire. Hiérarchie. C'est ça même. Mais si vos méchancetés et vos inventions servent certains pouvoirs, vous serez sur un piédestal. Hein. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est pour ça que moi je suis un démocrate de tripe. Je dis qu'il faut mettre de la démocratie dans le fonctionnement de la presse. Parce que c'est pas possible que les médias puissent ainsi colporter des rumeurs et écrire des mensonges ou trafiquer des émissions avec des caméras cachées pour noircir certaines personnes, certains groupes, sans qu'il y ait la possibilité de débattre et de se justifier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécial à la France, puisque dans d'autres pays, par exemple les conseils de presse, là, c'est l'association que j'aimerais créer, ça fait 20 ans que je milite pour ça, avec beaucoup de difficultés parce que personne n'en veut, et que ça commence à venir un tout petit peu, on commence un petit peu à en parler également dans les sphères politiques. Eh bien, ils existent, il y en a une centaine dans les pays occidentaux. La Belgique en a deux, un flamand et un francophone. La Suisse en a un qui parle les trois langues. Il y en a au Québec, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y en a partout dans le monde. Sauf en France. En France, le journaliste, vous atteindrez à ma liberté d'expression. Comment, moi, rendre des comptes sur ce que je fais? Mais c'est une atteinte horrible à ma liberté d'expression. Et ça, c'est un scandale, parce que l'information, c'est pas que la liberté, c'est aussi la qualité, et c'est la vérité de l'information. Et tant qu'on ne prône pas, tant qu'on n'agit pas pour qu'il y ait une meilleure qualité et plus de vérité d'information dans nos journaux, eh bien, c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas suffisamment bien informés, puisque les journaux n'ont pas de contraintes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a beau y avoir une multiplicité d'organes de presse, c'est pas pour autant qu'il y a une diversité intellectuelle qui émerge de ces journaux. Parce qu'il y a une pensée unique qui est, en gros, soucieuse de l'économie mondiale. Et vous connaissez la chose autant que moi. Donc, voilà le tableau. Alors, nous avons également, et maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail de la politique telle que institutionnellement elle est menée. Donc, il y a cette fameuse Miviludes qui a été créée. Il y a également, pour servir d'outil bien pratique à tous les acteurs anti-sectes, entre guillemets, il y a la fameuse liste noire parlementaire de 1995-1996 où a été établi sur la foi d'un rapport fourni par les RG, lui-même nourri par les associations anti-sectes, une liste de mouvements catalogués comme sectaires, puisqu'ils existent, c'est tout, ils existent, ils ne sont pas catholiques. Allez, hop, sectaires. Et il n'y a pas eu de débat. Il y a eu 5 députés qui ont fait ce rapport, et puis voilà. Et puis c'est devenu la Bible, et les journalistes, par exemple, il y a souvent, allez, hop,
sectaire. Et il n'y a pas eu de débat. Il y a eu 5 députés qui ont fait ce rapport, et puis voilà. Et puis c'est devenu la Bible, et les journalistes, par exemple, il y a souvent des enquêtes sur un groupe qui est, par exemple, qui veut s'installer dans un village, et il y a le maire qui dit « Ah ben non, il est dans la liste parlementaire. » Mais il n'a rien fait de mal. « Ah mais ça fait rien, il est dans la liste. » Alors, cette liste pourtant n'a aucune valeur juridique, puisque c'est un rapport parlementaire, ça ne s'impose pas en droit français, puisque d'une part, il n'y a pas de définition juridique du mot secte ni de la dérive sectaire, et ce rapport, il a été clairement établi qu'il n'a pas de valeur juridique. D'ailleurs, les tribunaux ne le prennent pas en compte. Bon, heureusement, la justice, certains magistrats, ben, ça va arriver de moins en moins, puisque maintenant les magistrats sont formés par l'individu, il faut le savoir. Ben oui. Ben oui. Et donc, mais jusqu'à présent, les magistrats avaient suffisamment de conscience et d'intelligence pour ne pas reconnaître la dérive sectaire comme un critère d'illégalité. Toutes ces associations existent la plupart du temps loi 1901, parfois 1905, hein, qui autorise la création d'un culte. Donc, elles ont le droit d'exister. Alors, elles ne sont pas parfaites, il y a des choses qu'on peut leur reprocher. D'accord, mais voyons au cas par cas de quoi il s'agit. Et ne leur interdisons pas la réunion dans des salles uniquement parce qu'elles sont dans une liste noire. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de la démocratie, ça. C'est de l'aberration. Alors, il y a de nombreux stages de formation aussi sur les sectes qui sont diffusés dans toutes les administrations, l'éducation nationale, donc je parlais du ministère de la Justice et des magistrats, et il y a des correspondants sectes qui ont été désignés dans les administrations pour surveiller les gens qui pourraient, par exemple au niveau des assistantes sociales, elles sont formées pour faire attention que si un enfant qui est dans une famille où on fait des prières, méfiez-vous, il faudra peut-être retirer l'enfant de cette influence sectaire. Et en plus, si on ne vaccine pas. Hein? Et alors, si vous ne vaccinez pas, mais là, ça c'est le critère immédiat. Si vous mangez bio. Mangez bio. Voilà. Végétarien, tout ça, c'est tout ce qui est naturel et suspect de dérive sectaire, a dit Georges Fenech. Hein, ça a été une parole qu'il a prononcée à Europe 1. Tout ce qui est naturel est suspect de dérive sectaire. Ah ben, c'est comme ça. Donc on voit bien là où on va. On va vers une société où il y a d'une part des lobbies à protéger, d'autre part des citoyens qui veulent que le monde change et qui veulent vivre dans un monde plus écologique, plus doux, plus communicant. Et bien on taxe ces gens-là de sectes et de dérives sectaires. C'est le meilleur moyen de les empêcher d'avoir une place dans la société, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, dès qu'on prononce ces mots-là, bien ça y est, la pensée s'arrête et on dit non. Ça marche très bien, pourquoi s'en priver? Plutôt que de dire, convaincre les Français que l'écologie c'est pas bien, que penser à peut-être d'autres modes de prévention que la vaccination c'est forcément dangereux. Arriver à convaincre les Français de ça, c'est pas facile. C'est plus facile de dire, hein, vous connaissez la question. Alors vous connaissez aussi la fameuse loi Abou-Picard de 2001, hein, qui a été... vous la connaissez? Oh, vous connaissez pas? Oh, alors là, non mais ça... Ah ben oui, mais ça vaut son pesant de... Ça vaut son pesant de vaccin. Parce que... Donc c'est la loi... Comment ça s'écrit ça? La loi Abou-Picard. Hein, donc c'était deux députés, Nicolas Abou et Catherine Picard, qui est présidente actuellement de l'UNAFI, hein, on les retrouve bien. Hein. Abou, c'est aussi un spécialiste de la suggestion mentale. Et alors, oui, alors cette loi Abou-Picard, ça fait plus de 10 ans qu'elle a été créée, donc sur le thème de la suggestion mentale, hein, pour dire justement que à but de faiblesse. Alors on ne parle pas de suggestion mentale ou de manipulation mentale parce que ce terme a définitivement été rayé du vocabulaire scientifique puisqu'on n'arrive pas à le définir. Donc, comme on ne peut pas dire manipulation mentale, on le dit quand on parle ouvertement, mais quand on l'écrit, on parle d'abus de faiblesse. Et donc, cette loi
sur 10 années d'exercice, il y a eu 35 condamnations pénales dans le cadre de son objet. Et sur ces 35 condamnations, seules 4 ou 5 décisions concernaient la problématique sectaire. Elle a été faite pour essayer d'interdire les sectes, parce qu'au bout de 2 condamnations, cette loi permettait d'interdire une secte ou une association. Il suffit que vous ayez 2 condamnations dans n'importe quel domaine, ça permettait à l'autorité de dire maintenant vous fermez la porte, et vous pouvez, comme pour les extrêmes droites, là, qu'ils ont fait pour les groupements d'extrême droite. Donc cette loi a été faite pour essayer d'interdire les sectes. Et en fait, il n'y a eu que 3 à 4 condamnations, et encore pas d'interdiction d'exercer, etc. Mais alors, celle que vous connaissez certainement mieux, c'est la loi de 2007, du 5 mars 2007 sur la vaccination, sur la protection de l'enfance. Vous la connaissez mieux, celle-là. Je vais quand même vous rappeler historiquement comment elle s'est passée, parce que là aussi c'est vraiment formidable. Donc, c'est la loi réformant la protection de l'enfance et son titre 5, protection des enfants contre les dérives sectaires. Donc, on est bien dans ce domaine-là. Et ça concerne donc tout refus de vaccination. Et également la volonté d'en entraver l'exécution. Donc, si vous voulez empêcher quelqu'un ou recommander à quelqu'un de ne pas se vacciner, ça devient punissable par la loi. 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Sachez-le, parce que ça peut arriver. Ça n'est jamais arrivé. Depuis 2007, personne n'a osé utiliser cette loi. Elle est inutilisable, parce que il y aura un tel tollé dans la population, mais elle a été quand même. Ah oui. Tenir un stand en foire. À tous les coups, on a le droit à 3500 €. Oui, mais théoriquement, vous êtes sous cette menace. Surtout si vous dites, si vous conseillez de ne pas vacciner. Alors là, on dit pas ça. Oui, justement. Mais on dit informer, c'est eux les gens de dire ça. Donc c'est pour ça que informer, normalement, c'est légal, c'est licite. Non, on est pour la liberté vaccinale. Voilà. Mais on vous présente comme des réfractaires à la vaccination. Comme des lobbies anti-vaccination. On s'enrichit tellement. Alors, c'est vrai que ce durcissement de l'obligation, parce qu'il n'y avait pas d'urgence, bon, alors c'est vrai qu'on commençait à parler en 2007 de la grippe A et tout ça. Alors, secte et grippe aviaire. Donc, alors c'était un des arguments employés par les députés, au cas où il faudrait vacciner contre le virus H5N1, les sectes refusant de faire vacciner leurs enfants constitueraient le maillon faible de la protection et mettraient en danger toute la population. Alors, le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que la rapporteure de la loi, ainsi que le président de la commission des affaires culturelles, et même le gouvernement étaient contre cette proposition, contre cette aggravation. Le gouvernement était contre. 2 députés anti-sectes patentés ont réussi à renverser la situation. Donc, il y avait Georges Fenech, notamment. Ben oui, 2 contre le gouvernement, contre le ministère. Et alors, je me suis intéressé, je regardais ce qu'avait dit Joël Bouchité, qui était directeur central des renseignements généraux au ministère de l'Intérieur, le fameux RG. Dans un rapport, il dit qu'environ 70 mouvements déconseillent la vaccination, dont il critique l'efficacité et dont, relayant les théories non prouvées sur le plan médical, dénonce les effets secondaires. Donc c'était dans un rapport, il avait dit qu'il y a 70 mouvements qui déconseillent la vaccination, pour faire une analyse de la situation. Qui déconseillent. C'est pas énorme quand même. 70, et donc le ministère avait repéré à l'époque 800 mouvements sectaires. Donc ce qui veut dire que ça fait 9% seulement de l'ensemble des sectes qui déconseilleraient la vaccination. Que 9%. Or, le nombre des adeptes de ces mouvements est estimé par différents rapports parlementaires entre 250 000 et 400 000 en comptant l'âge. Donc 9% de ce chiffre, ça fait
36 000 personnes sur 63 millions de Français. Donc au final, la loi a été écrite contre 0,0006% des Français. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est étonnant, c'est comme ça. Voilà, absolument. Alors, mais c'est pas tout, donc il y a bien sûr d'autres choses qui sont mises en place, parce que nous avons le meilleur, et Georges Fenech, on était très fiers, il disait, nous sommes les seuls, nous sommes en pointe, nous sommes en France les meilleurs qui avons pris conscience du danger des sectes et des dérives sectaires et de tous ceux qui prônent justement la liberté de vaccination, tout ça. Tellement dangereux pour la société, donc il faut mettre en place tout cet arsenal. Donc il y a une police spécialisée contre les sectes qui existe, dont vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle la CAIMADES. La CAIMAD, cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérive sectaire. Ça fait caïman un peu. Ouais. Parce que, en fait, comme la loi Abou-Picard ne servait à rien, on va dire, on va créer une police spéciale pour trouver de la matière à nourrir cette loi. Pour qu'il y ait des condamnations. Donc il faut qu'on fasse une police exprès pour trouver des dangereux sectaires. Donc, composée de 6 personnes au sein de l'Office central pour la répression de la violence aux personnes, cette police spécialisée donc, a été créée pour favoriser l'application de la loi Abou-Picard. Alors, on avait parlé de... Ça, c'est notre... Alors, on avait parlé du ministère de la Santé. Hein, où je vous avais parlé sur le site, il y a un chapitre sur les médecines non conventionnelles. Mais c'est pas tout. Donc, ils ont dit, bon, ce qu'on va faire maintenant, on va rassurer les Français, donc on va étudier les médecines douces, puis on va dire, voilà les bonnes, voilà les mauvaises. Donc, on va créer une cellule spécialisée qui s'appelle le GATPN-CAVT. Bien pensé. Groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. C'est le charme de la poésie administrative. Voilà, et donc, groupe d'appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Il faut dire, dans un pays, justement, si on était au siècle des Lumières, on aurait dit chouette, merveilleuse démarche, rationnelle, pour enfin trier le bon grain de livret, et puis pouvoir voir ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. Mais nous sommes en France. En France, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va réunir tous ceux qui sont contre les médecines conventionnelles, et puis on va leur dire, vas-y, allez choisir, dites-nous lesquelles sont bonnes. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que au sein de ce GAT, etc., il y a le ministère de la Justice, la Direction des Affaires criminelles et des grâces, donc des spécialistes de la santé ou de la prière, ils se posent là. Il y a l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Il y a la Miviludes. Il y a l'Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de santé, dont on sait qu'ils sont très désintéressés concernant les médicaments. Il y a la Direction générale des douanes. Il y a les hôpitaux de Paris, l'Institut national du cancer, l'UNADFI, là, dont on sait qu'ils sont très très ouverts aux démarches thérapeutiques alternatives. La Haute Autorité de la Santé, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui va dire, mais venez, vous, thérapeutes différents, qui nous proposez des méthodes non validées scientifiquement, nous sommes prêts à vous accueillir et à honnêtement reconnaître nos insuffisances et peut-être bénéficier des apports de vos démarches plus sensibles, plus ouvertes. Voilà. Il y a l'INSERM, il y a un praticien cancérologue, un rhumatologue, un psychiatre, enfin tous les gens qui sont là donc pour étudier toutes ces thérapeutes. Alors, depuis 4-5 ans qu'ils existent, ils en ont étudié 3. C'est très sérieux. Alors, il y a la méthode Hammer, la fameuse méthode Hammer, pour dire bien sûr que c'est du charlatanisme.
Nous, on l'a mis en tôle. Voilà. Et puis, deux autres, donc j'ai le nom quelque part, mais je ne les ai pas en tête. Bon, pour dire que il y a 800 thérapies analysées, je veux dire, on en est encore là dans l'an 3000, quoi. C'est pas la bonne méthode, manifestement. Mais c'est pas tout. Donc, il y a également des campagnes de communication. Par exemple, à l'INCA, je vous ai présenté cette campagne-là, mais elle a fait d'autres campagnes pour justement vous dire aux gens qui souffrent d'un cancer, attention, hein, certes, il y en a 150 000 d'entre vous qui mourraient dans nos bras, mais surtout n'allez pas essayer, si vous ne guérissez pas, d'autres méthodes parce qu'elles ne sont pas validées scientifiquement. Surtout, faites pas ça, c'est très dangereux pour vous. Venez mourir chez vous. Mourir légalement, conventionnellement, c'est mieux que de guérir avec des charlatans. Parce que c'est ce qui arrive. Ces charlatans, entre guillemets, c'est des gens qui guérissent. Il y a des gens qui ont de l'influence, qui ont des réels effets positifs, bénéfiques sur la population. Les gens le savent. Sinon, je dis, personne n'irait les voir. Ils ne sont pas remboursés. Alors, autre belle chose, puisque nous sommes toujours en France, eh bien, sur le plan de l'université du savoir, on va diffuser la bonne parole de la Mivilude, et on a créé un diplôme d'université de 3e cycle qui s'appelle Emprise sectaire et processus de vulnérabilité, avec, bien sûr, c'est la Mivilude qui met en charge ce cursus. Donc ça existe, l'université Paris Descartes en plus. Hein. Descartes. Hein. C'est très cartésien tout ça. C'est très cartésien. Alors que Descartes, lui, disait, il pensait que la raison, elle avait une origine spirituelle. Elle avait aussi une dimension spirituelle. On a complètement occulté par la suite. Et vous voyez, avec ce processus-là, donc nous avons un arsenal d'outils qui est vraiment très très important. Et puis, vous avez bien sûr, au sein de la Mivilude, les rapports annuels. Donc, Georges Fenech, son ancien président, avait assuré, puisque quand même certains journalistes lui avaient posé la question, c'est quand même dans un rapport, par exemple, quand il y a un rapport de la Cour des comptes, vous connaissez tous les ans, la Cour des comptes analyse les budgets publics des différentes administrations, d'organes institutionnels, et puis dit voilà, là ils n'ont pas bien fait leur travail, et là ils ont exagéré, etc., etc. Et dans ce même rapport, à la fin, il y a la réponse des personnes concernées. Et ah oui, mais vous avez dit qu'on a dépensé ça, mais je l'explique comme ci, comme ça, etc. Donc le journaliste, il fait son travail, il va vérifier les deux. Alors que la Mivilude, non, il n'y a que la première partie. Voilà, tout ça c'est des mauvais, tout ça c'est des gens qui pillent votre argent, tout ça c'est des gens qui abusent de votre faiblesse, et puis stop. Alors les journalistes se disent, mais on aimerait avoir peut-être pourquoi il n'y aurait pas. Alors Georges Fenech avait promis qu'au prochain rapport, il y aurait la contradictoire, le débat contradictoire, ce qui n'a jamais été fait, bien sûr, parce que ça serait tellement facile de mettre en cause et en pièces ces affirmations, ces rumeurs et ces mensonges qu'il continue comme ça, mais non seulement il refuse le contradictoire, mais il est allé jusqu'à demander l'immunité parlementaire sur son rapport. Pouvoir diffamer sans être condamné. Il le fait, mais il a constamment des procès, donc ça l'ennuie. Et donc il voudrait qu'il y ait une immunité parlementaire. Et d'ailleurs, cette immunité parlementaire a été redemandée par les sénateurs, tout à fait récemment, là, à l'issue du rapport dont je vais vous parler. Et donc, elle a failli être adoptée, mais le Conseil d'État, je crois, avait déclaré la procédure, parce que c'était un cavalier législatif qu'on avait mis. Vous savez, un cavalier législatif, c'est une disposition de loi. Par exemple, on fait une loi sur la culture, et puis on met un truc sur l'économie. On profite, on appelle ça un cavalier, c'est-à-dire c'est une disposition étrangère au sujet, et donc ils avaient fait ça pour l'immunité, ça n'est pas passé. Le Conseil d'État dit non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Mais ils vont venir à la charge, donc ils cherchent à. Donc voilà, vous avez quand même un cadre vraiment bien construit. En plus des rapports de la Mivilude, il y a des guides, donc pour avertir les gens, les fonctionnaires, les entreprises. Donc il y a
guide de l'agent public face aux dérives sectaires, les collectivités territoriales face aux dérives sectaires, l'entreprise face aux risques sectaires, la protection des mineurs contre les dérives sectaires, savoir déceler les dérives sectaires dans la formation professionnelle, santé des dérives sectaires, qui est la dernière en date. Et donc là-dedans, il n'y a que de la propagande. Alors, il y a bien sûr parfois certains faits vrais, il ne peut pas quand même tout inventer. Mais il n'y a jamais de contradictoire, il n'y a jamais d'enquête de terrain, et c'est pas fait ni avec méthodologie, ni scientifiquement. Il n'y a pas d'experts, ce sont des gens autoproclamés qui disent nous on sait ce qu'est une dérive sectaire. Il n'y a pas de définition scientifique, juridique, c'est pas un problème, nous on a notre définition. C'est des gens qui pensent autrement. Et ça ne va pas. Ils parlent d'énergie, ils parlent de vibration, et ça c'est trop dangereux pour notre société. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Bon, mais la France, c'est quand même le lieu où je peux le dire. Hein, quand même ça, c'est positif. Je veux dire, je peux parler de tout ça, je peux vous informer. Pour l'instant, je suis toujours pas en prison. Hein. Oui, ben vous me défendrez, vous me porterez des oranges. Oui, mais Hammer, vous avez parlé d'Hammer, il s'est retrouvé en tôle et on a pu envoyer des lettres d'écrou. Il est sorti que 2 mois d'avance, d'accord. Oui, mais bon, en même temps, on prend ses responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités, je dis ce que je pense devoir être dit, parce que ça me semble très important.